Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 146 de la saison 6. La matrescence, ça te dit quelque chose, ce mot ? Allez, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère, no big deal. Depuis 4 ans maintenant, ce podcast s'intéresse aux bouleversements majeurs que peuvent vivre les femmes à leur entrée dans la parentalité. Et tu sais quoi ? La patrescence, ça existe aussi. Donc ce podcast s'adresse à tous les parents, ou non d'ailleurs, qui veulent cheminer ensemble vers un monde meilleur et plus accueillant pour leur enfant. Oui, parce qu'ici, on parle aussi éducation et j'assume complètement aborder des thèmes dits d'éducation bienveillante ou respectueuse. Tous les vendredis, je reçois des spécialistes passionnantes et passionnants pour t'expliquer ce nouveau monde dans lequel tu as mis les pieds. Et au fait, je suis qui moi ? Je suis Clémentine Sarlat. J'ai créé ce podcast à l'arrivée de ma première fille en 2017, le tsunami de ma vie. Et à la base, je suis journaliste dans le sport, à la télé, mais j'aime bien avoir 1000 casquettes, donc tu m'as peut-être déjà aperçue dans ta télé pour parler rugby ou tennis. J'ai 3 filles, assez rapprochées, et j'ai accouché 2 fois à la maison, et ça aussi, ça fait partie de qui je suis. Allez, bienvenue dans ce podcast, let's go. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma réalité. Je reçois constamment des messages pour savoir comment on gère 3 enfants en bas âge et si jamais on prend un gros risque parce qu'on fait plusieurs enfants rapprochés. Bon, de très grandes questions auxquelles je vais répondre, mais via mon prisme à moi. J'avais donc envie de prendre le temps de vous raconter ma réalité de mère active de 3 enfants, bien trop active elle aussi, et très souvent malade, et qui a mis au monde 2 êtres humains pendant la pandémie. Je voudrais tout de suite mettre fin au mythe selon lequel on pourrait tout avoir en tant que mère et femme dans cette société. Je pense sincèrement que c'est faux. Oui, on peut tout avoir, mais sûrement pas en même temps. Pour moi, il y a des sacrifices à faire, des parties de sa vie à prioriser. C'est dur de l'accepter, mais le faire, accepter ce paramètre donc, enlève beaucoup de culpabilité dans les premières années intenses de vie de nos enfants. Et j'en ai d'autant fait l'expérience de ce sacrifice ou des parties de vie à prioriser que j'ai eu 3 enfants en 4 ans et demi, dont les 2 dernières en 17 mois. Et si on fait le calcul, j'ai eu le temps de reprendre mon souffle entre ma première et ma deuxième, puisqu'elles ont pile 3 ans d'écart, et pourtant, soyons honnêtes, c'était déjà difficile à l'époque. Mais ensuite, j'ai enchaîné. J'allaitais toujours Jasmine, ma deuxième, quand je suis tombée enceinte de June, ma dernière. Donc si ça vous intéresse d'ailleurs, je raconte mes 2 accouchements à la maison dans les épisodes 105 et 66, ainsi que mon 3e postpartum dans l'épisode 122. Il y a les liens dans la description si tu veux cliquer dessus pour aller les écouter après. Mes 2 dernières filles donc ont 17 mois d'écart et je suis tombée à nouveau enceinte 8 mois seulement après mon 2e accouchement, ce qui fait que de décembre 2019 à octobre 2022, j'ai soit été enceinte, soit j'ai allaité. Ça fait donc seulement, aujourd'hui, à peu près 1 an que je commence petit à petit à me réapproprier mon corps. Mais si on prend en compte la définition d'Anna Roy, célèbre sage-femme, que j'ai reçue d'ailleurs dans ce podcast, je n'ai plus l'épisode en tête, mais ça doit être dans les 80, eh bien Anna Roy dit que le postpartum dure 3 ans. Je suis donc encore en plein dedans, ce qui a du sens, et je le sens. Maintenant, regardons les chiffres des familles avec 3 enfants en France. Une famille sur 5 est une famille nombreuse, c'est-à-dire qu'il y a plus de 3 enfants. Oui, j'ai une famille nombreuse. Je ne me serais pas décrite comme ça, mais c'est la réalité. Ce sont un peu moins d'1 million d'enfants mineurs qui vivent dans des familles de 3 enfants et plus en 2020. C'est en baisse depuis 1990. À titre de comparaison, 45% des familles sont composées d'un seul enfant. En 2020, il y a à peu près 3,5 millions d'enfants qui sont enfants uniques. Et il y en a à peu près 3 millions qui ont un frère ou une sœur au sein de leur fratrie. Donc, si on résume, la majorité des familles, à 45%, n'a qu'un seul enfant. Ensuite, suivi de près, ils ont 2 enfants. Et ensuite, c'est 3 enfants et plus. Je vous ai mis un petit graphique si vous avez besoin de comprendre et de regarder les stats qui vont de 1990 à 2020 et qui sont issus de l'INSEE. Donc nous sommes minoritaires.
ça c'est sûr et certain. Alors 4 enfants et plus, encore plus minoritaire, mais nous sommes minoritaires en pourcentage. En 2020, c'est un peu moins de 15%, donc entre 10 et 15% des familles qui ont 3 enfants. Autre statistique très intéressante, elle concerne le taux d'emploi des mères en fonction du nombre d'enfants. Et là, c'est intéressant. En 2020, alors que le taux d'emploi des mères d'un seul enfant s'élève à 70,2%, on peut dire 70,2%, celui des mères de 2 enfants est de 65,5%, donc assez similaire. En revanche, celui des mères de 3 enfants ou plus chute à 36,2%. Là aussi, ce sont des stats issues de la Sécu et de l'INSEE. Je fais donc partie de la minorité qui travaille avec 3 enfants en bas âge. Donc on va être très honnête, la première année de vie de ma dernière fille, je n'ai quasiment pas travaillé ou alors de manière sporadique. C'était trop intense, j'étais épuisée et il m'était vraiment impossible de tout conjuguer. Et quand je dis ça, je parle aussi d'organiser tous les rendez-vous médicaux des enfants et quand on en a 3, c'est hardcore, surtout comme les miennes. Donc si vous avez 3 enfants et plus, sachez que statistiquement, seulement entre 3 et 4 femmes sur 10 travaillent les premières années de vie de leurs enfants. Alors les chiffres évoluent et s'inversent une fois que le ou la dernière a 3 ans, puisqu'à ce moment-là, 66% des femmes sont à nouveau sur le marché du travail. Donc c'est vraiment une donnée à prendre en compte quand on veut comprendre pourquoi ça reste difficile d'avoir 3 enfants en bas âge. Et je précise encore une fois, je parle de mon exemple. J'ai des ressources financières conséquentes, ce qui me permet de pouvoir travailler à mi-temps quand j'en ai envie ou besoin, sans que ça impacte trop mes revenus. Ça impacte mes revenus, il faut en avoir conscience, mais j'ai un niveau de revenu qui fait que je vis bien quoi qu'il arrive. Ça impacte en revanche la progression de ma carrière, c'est sûr, puisque j'ai dû refuser des choses, puisque je ne développe pas mon entreprise à la hauteur de ce que je pourrais si je n'avais pas d'enfant. Mais en même temps, si j'avais pas d'enfant, il n'y aurait pas de podcast et j'aurais sûrement pas mon business. Donc, aucun problème là-dessus. Mais il faut juste l'avoir en tête et l'accepter que sur nous les femmes, parce que pour l'instant ça reste un problème de femmes, au vu des pourcentages, eh bien ça a un impact d'avoir 2 enfants ou plus sur la carrière. Soyons très clairs là-dessus. Après, on l'accepte ou on ne l'accepte pas, mais c'est la réalité de nos vies. Donc revenons à nos moutons maintenant. On sait qu'avoir 3 enfants petits, ça peut impacter votre carrière. Moi, j'aimerais d'abord vous parler des difficultés que ça engendre d'avoir 3 enfants, avec son lot de galères. Et ensuite, je vous parlerai des bonheurs franchement incroyables et où moi je les trouve, ces bonheurs, et où ils se logent. Alors, la première chose sur la réalité d'avoir 3 enfants, c'est qu'il faut se diviser en 3. Quand on a des enfants qui ont des demandes normales et légitimes. Alors, la première chose à laquelle il faut penser, c'est que quand on a 3 enfants, eh bien, on doit se diviser en 3. C'est logique, ça paraît banal, mais c'est une des choses les plus difficiles à faire en tant que parent. Parce que quand on a des enfants qui ont des demandes normales et légitimes, vu leurs âges, ça peut rendre fou, et j'en ai fait l'expérience. Je vais dire quelque chose de très fort et difficile à assumer, mais je le fais dans ce podcast. Si je devais résumer un tout petit peu ma parentalité, avec un enfant, j'étais assez calme, très rarement déclenchée, je pense pas avoir vraiment crié. C'était, je trouvais, facile, j'avais peu de culpabilité par rapport à ce que je faisais avec mes enfants. Avec 2 enfants, j'ai commencé à crier. Manque de sommeil évidemment, mais la difficulté de gérer des émotions des deux, de ne pas être disponible, la jalousie des uns et des autres. Et avec 3 enfants, je me suis mise à hurler. C'est violent, dit comme ça, mais c'est la réalité malheureusement. Je me suis mise à hurler parce que j'étais complètement dépassée pour plein de raisons dont je vais vous parler un peu après. Mais je n'ai pas été poussée dans mes retranchements avant d'avoir plusieurs enfants. Et pourtant, je trouvais que c'était dur d'avoir un enfant. Je ne minimise pas l'impact que c'est d'avoir un seul enfant et de devoir le gérer. D'ailleurs, j'aurais jamais lancé ce podcast si ça n'avait pas été le cas, si j'avais pas trouvé que c'était dur et que c'était chamboulant. Mais avoir plusieurs enfants, là, on rentre dans un autre niveau de demande affective auquel on veut répondre, surtout quand on connaît les bénéfices et que on sait que c'est important. Donc, pourquoi c'est devenu... je me suis mise à hurler. La première raison, j'en ai vite fait parler là, mais c'est le manque évident de sommeil. On n'est pas des êtres humains quand on n'a pas dormi. On n'est pas même une personne, on est un zombie, on est l'ombre de nous-mêmes. Je suis très bien placée pour en parler.
Et on a des réactions complètement disproportionnées quand on n'a pas dormi. Donc, c'est un point très délicat pour beaucoup de parents, mais ne vous flagellez pas si vous ne dormez pas. Vous n'y pouvez rien quelque part. Moi, je ne suis pas pour qu'on force ses enfants à apprendre à dormir. On fait comme on peut avec les ressources qu'on a. Tant mieux si ça marche, tant mieux si nos enfants sont épanouis, tant mieux si vous avez des enfants qui dorment. Vraiment, profitez-en. Mais pour celles et ceux qui sont comme moi, c'est difficile. Voilà, tous les enfants n'ont pas le même rapport au sommeil. Pour vous donner un peu le contexte, dans notre famille, on vient de traverser 3 années sans quasiment une nuit complète. Ça arrive de temps en temps, ça arrive de plus en plus souvent, ou en tout cas avec un seul réveil, ce qui est vraiment rien comparé à ce que moi j'ai pu connaître avec certaines de mes filles qui se réveillaient en hurlant en permanence. On l'a bien géré, on l'a bien accompagné, on a eu un suivi psy, voilà, il y a eu des choses de mise en place et mine de rien, les enfants grandissent, donc ça devient plus facile aussi. Et donc on a eu ça, 3 années sans dormir, ce qui est toujours plus ou moins le cas, mais ça va mieux. Et au même moment, on a accueilli pendant ces 3 années nos 2 dernières filles. On a aussi traversé une pandémie mondiale et j'en ai quasi jamais parlé dans ce podcast, mais j'aimerais un jour prendre du recul sur ce que c'est d'être parent en ayant vécu tous ces confinements, tout ce stress de manière globale, les maltraitances qui se sont aussi passées au niveau du médical, qui ont fait comme ils ont pu, mais il y a eu des protocoles qui ont été mis en place qui étaient un peu scandaleux parfois pour les femmes enceintes, en accouchement. Voilà, tout ça, ça laisse des traces et on n'a pas encore, je trouve, le recul pour essayer de comprendre l'impact que ça a sur nous et nos enfants. Vraiment, il y a 2 aspects là-dessus, donc on n'est qu'à 3 ans après le premier confinement, c'est pas assez, je pense, pour avoir autant de recul, mais un jour, j'en ferai parce que j'ai vu la différence entre avoir un enfant hors pandémie et avoir 2 enfants pendant la pandémie. Donc il y a eu ça, et il y a eu aussi l'hospitalisation pendant 15 jours de notre dernière et pendant 5 jours de notre deuxième. Et donc ensuite, lié à ces hospitalisations, la découverte des asthmes sévères des 3 avec traitement franchement lourd au quotidien. Je sais que je ne veux pas me plaindre, il y a des maladies beaucoup plus complexes, mais ce sont des traitements x3 au quotidien qui prennent beaucoup de temps et qui demandent beaucoup de négociations au quotidien avec les enfants pour leur faire prendre. Et c'est pas simple, franchement c'est pas simple. Donc voilà mon contexte, et qui engendre forcément beaucoup d'enfants malades. Voilà, je fais partie de cette catégorie. Moi j'ai des copines, leurs enfants, j'ai l'impression que c'est des licornes. Ils sont jamais malades, ils dorment bien. Elles ont tiré au loto des choses plutôt sympas. Et non, nous, elles y peuvent rien. Et c'est aucunement... je leur en veux pas du tout, mais c'est la réalité de ce que c'est d'être parent. Donc, enfant malade très souvent. Ça ajoute aussi à la lourdeur du quotidien, mine de rien. Il y a donc eu pour moi des mois entiers où j'étais incapable de travailler tellement la fatigue elle était immense. J'ai fait comme j'ai pu, mais il a fallu que je me rende à l'évidence. J'étais pas en capacité de fournir un travail intellectuel à ce moment-là. Et pourtant, mes filles étaient toutes gardées ou à l'école. Mais si je voulais me préserver un minimum, il fallait que je fasse des siestes, ou il fallait juste que je fasse rien. Voilà, ça m'est arrivé de ne rien faire, rester sur le canapé toute la journée, pas regarder un film, pas regarder quoi que ce soit, pas être sur mon téléphone, juste être là. Être. Vous savez, ce mot en anglais, on dit human being. Voilà, nous, si on est des êtres humains, on est. On ne fait pas. Je n'ai pas fait human doing. Voilà. Et parfois, c'est nécessaire. J'ai eu besoin de cette étape-là pour passer à autre chose et me régénérer un minimum. Et je dirais avec beaucoup de recul et de lucidité que la première année de June, ça a été la plus difficile et la plus intense de ma vie en termes de demande émotionnelle et de fatigue. Il y a aussi le contexte, si vous ajoutez à ça le fait que j'étais maman solo pendant 9 mois. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On est à nouveau une famille à 5. Mais forcément, c'était le cocktail parfait pour que mes comportements envers mes enfants ne soient pas à la hauteur. Et vraiment, dans cet épisode, je veux le dire, je suis l'adulte responsable. Mes enfants avaient des comportements d'enfants qui me déclenchaient, mais en aucun cas, je ne dirais c'était de leur faute. Non. C'était moi l'adulte et je n'étais pas bien dans mes baskets et ça a eu un impact. J'étais pas bien aussi dans mes baskets parce qu'avoir 3 enfants en 4 ans et demi, c'est très très dur. C'est physiquement éprouvant. Qu'aujourd'hui que je vais mieux, je peux le dire, que moi je vais mieux. Et donc je pensais pas pouvoir être une mère qui allait péter les plombs. Enfin, vous le savez, dans ce podcast, je parle beaucoup d'éducation respectueuse, bienveillante. Donc je me suis vraiment renseignée, j'y crois sincèrement, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Je pensais pas être cette mère qui va décharger sa colère, sa tristesse, ses frustrations, ses blessures du passé sur ses enfants. Je pensais que je savais faire barrière et que le bien-être de mes enfants passait avant tout. Mais non. J'ai été cette mère, donc je comprends qu'on puisse péter les plombs sur ses enfants, je l'ai fait.
Ça me rend très triste de savoir que j'ai fait ça. Je le sais que j'ai fait du mal à mes enfants, mais ça a été ma réalité pendant un moment, un temps donné de ma vie, et je travaille très dur pour que ça ne le soit plus. Moi, j'ai vu au quotidien l'impact de ma dureté envers elles, et sincèrement, j'ai d'autant plus la conviction aujourd'hui qu'accompagner nos enfants vers une éducation respectueuse, c'est la meilleure façon pour qu'ils soient heureux. Parce que j'ai vu, quand j'ai été une mère, oui, je peux le dire, maltraitante, c'est des VO, les violences éducatives ordinaires. Et quand je suis une mère sereine, le comportement de mes enfants n'est pas le même. Et leur légèreté, elle n'est pas la même. Leur capacité à bien dormir, à mieux dormir, elle n'est pas la même aussi. Donc, je crois que ça restera profondément ancré en moi qu'il faut militer pour ça, pour respecter au mieux les enfants. Mais pour respecter au mieux les enfants, il faut aider les adultes. Donc moi, j'ai été poussée dans mes retranchements, dans des moments franchement sombres de ma parentalité. Et le changement, il a dû venir de moi et pas de mes enfants. Encore une fois, je le répète, elle n'y était pour rien. Et à partir du moment où j'ai pris bien mieux soin de moi, où j'ai fait un travail intense en thérapie, j'ai énormément lu. J'aimerais bien faire un épisode pour vous résumer les 10 livres à peu près que j'ai lus, qui ont fait ce cheminement pour moi, qui ont été essentiels au-delà de la thérapie. Parce qu'il faut être acteur de sa thérapie, il faut être acteur de ses comportements, et il n'y a pas qu'en thérapie qu'on peut faire ça. Donc j'ai eu besoin de ça pour comprendre mes émotions, pour comprendre mon enfant intérieur. Je crois sincèrement qu'avant l'année qui vient de s'écouler, j'avais pas compris le concept de l'enfant intérieur et à quel point il vient nous bousculer dans nos comportements d'adultes face à des enfants. Peut-être que si on n'a pas d'enfant, on peut ne jamais être confronté à ces blessures du passé et vivre plus tranquillement. Mais si vous m'écoutez, vous êtes sûrement parents, vous le savez, que nos enfants viennent appuyer là où ça fait mal. De manière assez forte et pas de la même manière en plus. Chacune de mes filles ne me déclenche pas la même chose, clairement, ne me renvoie pas la même chose. Et aujourd'hui, je travaille fort là-dessus et ça marche. Je vous le dis aussi, ça marche. Quand j'ai fait ça, mes comportements, ils se sont apaisés et ils sont revenus à une presque normalité. Évidemment, je ne suis pas moi non plus une maman licorne. Ça m'arrive encore de crier. On ne punit jamais chez moi. On explique beaucoup. Ça m'arrive de devoir de temps en temps dire à une de mes filles, s'il te plaît, va t'asseoir là-bas tranquille, je viens avec toi. Je ne l'isole jamais seule dans une chambre où je ferme la porte. Ça, c'est hors de question, c'est contre mes valeurs. Par contre, parfois, ma grande surtout, je lui dis, là, t'es énervée, c'est trop dur, viens, je t'assois. On s'assoit et on fait de la co-régulation. Je fais avec elle, viens, tu respires avec moi et on va s'apaiser ensemble. Elle a beaucoup besoin de ça. J'ai appris plus tard que quand on a plusieurs enfants, chacun des enfants a besoin d'un truc différent. C'est pas facile. Mais avant, j'étais pas capable de la co-réguler, j'étais complètement dérégulée moi-même. Aujourd'hui, je le prends plus pour moi. Je redeviens la mère que j'étais d'un enfant. Et ça fait beaucoup de bien. Ça m'a sauvée, je crois, de savoir que j'ai été cette mère-là avant, de savoir que c'était possible. Mais quand on a plusieurs enfants, si vous êtes dans mon cas, vous le savez que c'est très, très, très dur. Si on rajoute à ça la pression du travail, la charge mentale, les problèmes de couple qui peuvent exister, chapeau, c'est dur. Je le sais. Et je sais qu'on fait de notre mieux. Après, il faut aussi prendre en compte quelque chose d'important quand on a 3 enfants, c'est qu'on passe en sous-nombre. Et ça, c'est une vraie difficulté avec des tout petits, il faut le reconnaître. Je sais que quand, avec Clément, avec mon mari, quand on se retrouve parfois avoir 1 ou 2 enfants, parce qu'une de nos filles est chez une copine ou chez les grands-parents, on se dit mais waouh, mais c'est tellement facile. Le travail que ça demande, la charge que ça demande d'avoir seulement 2 enfants, je mets des gros guillemets, ou même 1. Quand on a un seul enfant, on a l'impression qu'on n'a plus d'enfants. Et pourtant, on galérait avec 1, je le répète. C'est vraiment une question de point de vue, de perspective. Mais juste redescendre d'un enfant, c'est-à-dire être à égalité avec le nombre d'enfants, on peut être en one-to-one avec 1, sans être parasité par un autre qui veut notre attention et qui peut nous faire péter les plombs aussi, et qui frustre l'autre, et il y a la jalousie qui vient s'intégrer, c'est agréable. Donc ouais, le sous-nombre, c'est à prendre en compte, c'est dur. C'est très très dur. Il n'y a pas d'autre mot. Je pense que si vous êtes professionnel de la petite enfance et que vous gérez des tout petits en étant en sous-nombre parce que vous l'êtes forcément, malheureusement, ça me fend le cœur de savoir ça, vous savez que c'est dur de gérer les besoins et d'être attentive ou attentif aux besoins des tout petits. C'est pas possible en fait, de l'être correctement à 100%. Il faut accepter. Il y a d'autres bons côtés, mais en tout cas sur cette partie-là, c'est difficile. La dernière difficulté dont je voulais parler, c'est celle d'être le parent par défaut. Peut-être que ça vous parle. Ou le porte-avions, ou la figure d'attachement principale. Je préfère dire juste le parent par défaut parce que c'est pas constant.
Ça change de temps, ça peut changer. Donc peu importe qu'on soit la mère ou le père, hein, c'est pas la question du genre, mais c'est tellement dur d'être leur safe place. C'est tellement dur d'être la seule que moi, mes filles veulent la nuit, par exemple. Parce que ça amène de grosses frustrations dans le couple. Et chez l'autre parent qui peut se sentir rejeté. Et moi, chez moi, la frustration que ça amène, c'est que je me sentais, et je me sens des fois encore surtout, en trop plein de demandes. Il y a eu mon rythme de vie ces derniers temps de travail, notre séparation qui a aussi joué sur le fait que j'étais leur safe place en permanence. Et franchement, c'est épuisant, il n'y a pas d'autre mot. On n'a parfois plus la force, plus l'énergie de répondre à leurs demandes, leurs besoins correctement. Le parent par défaut, il y a vraiment des périodes avec plus ou moins d'intensité sur ce schéma-là. Parfois, il y a des semaines équilibrées où on est 2 parents par défaut et c'est trop chouette. Et parfois, non, elles veulent que moi, et c'est très dur. Dur de les raisonner, dur d'arriver à expliquer, aussi parce qu'elles sont encore un peu petites. Je sais que ça passe et que c'est très agréable quand l'autre peut prendre le relais et qu'elle se sente en sécurité. Donc là, je donne un conseil, c'est vraiment de travailler d'équipe parentale là-dessus, si ça vous arrive. Parce qu'il faut redonner confiance à l'autre parent qui souvent se sent rejeté, écarté. Et souvent, nous, le parent, par défaut, on ne fait pas assez la démarche de valoriser l'autre parent pour montrer aux enfants que l'autre est tout à fait légitime et va rassurer. Donc c'est vraiment un jeu d'équilibriste entre les 2 parents pour le faire. Pas toujours facile quand on est fatigué, on est d'accord. Donc ça fait 20 mois maintenant qu'on a 3 enfants et moi personnellement, je trouve que ça devient génial. Je me souviens qu'avant mon accouchement, ma sage-femme nous avait dit « Alors ça va être très dur la première année, va falloir serrer les dents et après ce sera plus simple. » Et elle avait raison, je l'ai ressenti. À 12 mois postpartum, June devenait un peu plus autonome et le rythme était vraiment moins soutenu. Pourtant, j'étais toujours maman solo, mais c'était plus facile. Maintenant, j'ai envie de parler des aspects trop cool. C'est que nos filles jouent beaucoup ensemble et sont sur le même rythme de vie, en tout cas pour les 2 plus petites. Et ça, c'est un énorme soulagement. Parce que quand vous avez 3 enfants qui ont 3 rythmes de vie différents, c'est vraiment une des difficultés. Je ne sais pas comment c'est pour les parents qui ont des jumeaux ou des jumelles. Peut-être c'est plus simple parce qu'ils ont 2 au même rythme. Je ne sais pas. J'avoue, je ne m'avance pas là-dessus. Mais en tout cas, maintenant qu'elles ont le même rythme, c'est un gros kiff. Et je peux le dire, même si le sommeil, c'est encore chaotique, la joie que ça apporte au quotidien d'avoir cette petite sœurrie, je dirais pas fratrie, parce que j'ai 3 filles, c'est une sœurrie, c'est ouf. Avoir plusieurs enfants, oui, ça amène des conflits entre elles, c'est vrai. Mais en fait, on parle pas du tout du fait que elles jouent aussi énormément entre elles et que donc elles sont moins sollicitantes envers nous, les adultes. Elles font leur petite vie, elles apprennent à vivre ensemble, elles inventent leurs jeux et elles échangent dans leur trio. Il y a une vraie complicité qui est née de ce trio et c'est tellement beau à voir et à observer quand on est parent. C'est vrai que ça fait peur d'avoir plusieurs enfants, mais on voit pas ce bénéfice-là. En tout cas, déjà, ce bénéfice-là, il n'arrive pas tout de suite. Il faut que nos enfants grandissent un peu. Mais maintenant qu'elles ont un peu grandi, c'est vraiment chouette. Elles apprennent beaucoup les unes des autres. Pas forcément que de la grande, d'ailleurs. C'est assez égalitaire. Et c'est aussi super intéressant en tant que parent de découvrir des traits de caractère différents et de se rendre compte que tel ou tel comportement, en fait, ça n'avait pas vraiment à voir avec leurs âges, mais bien avec leur propre identité qui se forme. Et c'est trop chouette de dire « Ah ouais, elle, à cet âge-là, ok, elle était plus comme ça, elle réagit plus comme ça. » D'accord. Et de le prendre en compte. Voir à quel point son enfant est différent de l'autre, ça remet tout en perspective. Alors ça ajoute à la complexité des élevés, on est d'accord, hein, on va pas se mentir. Parce que du coup, la solution qui marche avec l'une ne marche pas avec l'autre. Mais ça donne aussi un petit challenge, et je sais pas, je trouve que c'est fun, bizarrement. J'aurais pas dit ça il y a quelques mois. Je n'étais pas du tout dans le fun de ma parentalité. Mais maintenant, je suis dans le fun. Donc dans un trio, c'est assez drôle de voir aussi la grande être très très proche de la petite, par exemple, genre en mode maman. La petite dernière admirer la moyenne s'épanouir à être la grande qui montre l'exemple à la petite. Vous voyez un peu de quoi je parle dans les hiérarchies. Et souvent, elle s'autorégule émotionnellement aussi. Franchement, les enfants, ils ont tellement d'empathie. Quand il y en a une qui pleure, il y en a forcément une des 3 qui va aller la voir et qui va lui faire un câlin. C'est vraiment très très chou. Vous savez, ça fait fondre le petit cœur de maman ou de papa quand vous voyez ça. Vraiment. Et quand elles sont séparées, parce que ça arrive parfois, il y en a une qui va dormir chez une copine ou chez les grands-parents. Voilà, on ne peut pas faire garder les 3 en même temps, c'est impossible. Déjà, nous, c'est dur, ça demande trop, c'est trop intense, donc on les sépare. Franchement, elles demandent en permanence où sont les autres et elles expriment très clairement être tristes de ne pas les voir. Donc c'est mignon.
Je dirais qu'aujourd'hui, les bénéfices d'avoir 3 enfants sont plus importants que les sacrifices. Parce qu'elles grandissent et que l'intensité s'amenuise. Parce qu'aussi, je me sens, moi, redevenir moi-même au fur et à mesure. Parce que la matrescence que j'ai vécue intensément depuis 6 ans colle avec celle que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire ce changement identitaire aujourd'hui, il ne me bouleverse plus parce que je suis en phase avec ma vie, que je trouve géniale. Je suis à l'aise dans mes baskets. Donc pour résumer, je dirais que la plus grosse difficulté, c'est le sous-nombre. Vraiment, il n'y a pas à dire. Et l'attention que l'on est capable de donner. Et, encore une autre difficulté, les âges rapprochés des enfants. Je pense que c'est pas du tout la même chose d'avoir 3 enfants quand ils ont 4 ou 5 ans d'écart, ou au minimum 3 ans entre chacun. Vraiment, je pense que c'est autre chose. Et je pense aussi que si vos enfants dorment bien, ça change tout dans votre parentalité. Je le crois sincèrement, parce que de plus en plus, je dors correctement et de mieux en mieux, je me sens. Je réalise aussi qu'avoir 3 enfants petites, c'est accepter qu'on va ralentir sa carrière un moment. Je le dis en tant que femme, parce que pour nous, les femmes, ça a un impact d'avoir 3 enfants, simplement parce que notre corps, il a enchaîné pendant des années, et que reprendre tranquillement, en fait, ça va vous permettre sur le long terme de mieux gérer. Parce que vous méritez de vous reposer, vous méritez de ne pas repartir dans ce syndrome de la femme pressée, de celle qui veut tout accomplir en même temps. On n'est pas fait pour ça, on n'est pas faite pour ça, notre système hormonal, il n'aime pas être sous le stress. J'en parlerai un jour dans un épisode, j'ai lu 2 livres incroyables ces dernières semaines, en anglais, mais je sais qu'il y en a un des 2 qui est traduit. Donc en anglais, les livres, c'est Fast Like a Girl. Donc c'est un livre sur le jeûne intermittent par Dr Mindy Pelz. Incroyable ce livre. Donc je fais du jeûne intermittent, ça m'aide beaucoup dans la récup, je dors beaucoup mieux. Mais surtout, ce livre, au-delà du jeûne intermittent, ça explique tellement bien notre système hormonal. Vraiment, c'est celui avec le plus de clarté que j'ai vu en relation avec la nourriture et le stress. Et l'autre livre s'appelle The Rushing Woman Syndrome. Donc il est traduit en français, je ne sais plus ce que c'est le titre en français, de Dr Libby. Elle est néo-zélandaise, j'ai oublié. Et pareil, ce livre, il est très percutant. Il explique pourquoi, à quel point ça nous fait du mal de vivre dans une société qui va à 1000 à l'heure. Parce que nous, les femmes, on n'est pas calquées sur le modèle des hommes. Nous sommes différentes. Et on a besoin de beaucoup plus de tranquillité, de lenteur. Et encore plus quand on vient d'avoir des enfants. En disant tout ça, je le sais, ça ne règle pas les inégalités dans le couple hétérosexuel, ça c'est sûr. Malheureusement, il y a une perte de revenus dans un monde capitaliste, donc il y a une conséquence. Mais je crois qu'il faut aussi parfois penser à soi, à sa santé physique et mentale sur le long terme. Moi, j'ai fait l'erreur de reprendre vite, de croire que c'était gérable de tout faire avec mes 3 enfants. Et de mon point de vue, je pense que ça l'est pas. À vouloir être partout, c'est notre santé qui trinque et c'est nos enfants qui souffrent de notre nervosité. Et je trouve que ça en vaut pas le coup. Donc faire 3 enfants, c'est dur. C'est un immense travail. Et, bonus à la clé qu'on n'avait pas demandé, ça te renvoie à tes blessures d'enfance que tu voulais pas affronter. Voilà, c'est cadeau. Mais au final, l'équilibre est fini par arriver. Il faut être patient, indulgent avec soi-même. Et maintenant, j'ai la sensation qu'une deuxième partie de ma parentalité s'ouvre pour être plus à l'aise sur ce joli fil d'équilibriste. Et surtout, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus alignée avec moi-même. Que ces 3 enfants ont révélé des parties de moi que j'avais omises, que j'avais voulu cacher. Et aujourd'hui, je me sens bien dans mes baskets. Et je trouve ça cool d'avoir 3 enfants. Je voulais être honnête avec vous. Encore une fois, c'est mon point de vue. C'est ma situation, ma vie. Donc c'est compliqué de se dire que c'est applicable à d'autres gens. Mais j'avais envie de vous parler de ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous êtes toujours vraiment au rendez-vous lors des épisodes solo, donc merci, j'apprécie. Et si vous voulez plus d'épisodes, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Il y a un onglet recherche des épisodes. Vous rentrez le thème, le mot-clé pour voir si l'épisode existe. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à venir dans mes DM, me proposer un thème. Même si je vous réponds pas, des fois je lis, je note et j'y pense pour plus tard. Ensuite, si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à aller sur le site Patreon, www.patreon.com/ClémentineSarla. Vous pouvez soutenir le podcast et surtout faire partie des abonnés VIP et donc de participer au cercle de la matrescence une fois par mois. Le 3e jeudi du mois, souvent, on se réunit pendant 1h30, 2h et on discute entre femmes. C'est vraiment puissant. Et puis sinon, prenez soin de vous. Ouais, vraiment, prenez soin de vous. Je le dis pas à la légère.
Ça change beaucoup de choses. Et à la semaine prochaine!